Je suis très heureux d'accueillir pour cette heure de discussion autour du livre de Jean Dittard, l'auteur lui-même, Jean Dittard, et Pascal Horry, qui vont faire les frais de la conversation. Vous m'entendez là parce que je vais lancer les débats, mais mon but, c'est qu'ensuite vous m'entendiez le moins possible et que ce soit évidemment à eux qu'on laisse essentiellement la parole. Je vais toutefois commencer par dire deux mots de nos deux invités et du livre qui les rassemble. Alors, je commence par Pascal Horry. Pascal Horry est historien. Il est historien contemporanéiste, spécialiste d'histoire de la culture, une spécialité historique qu'il a d'ailleurs très très largement contribué à illustrer, à renforcer dans le paysage académique français de ces dernières décennies. Il a occupé plusieurs postes universitaires dans des universités différentes, en région parisienne en particulier, et tout particulièrement à Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, où il a contribué à créer un centre de recherche toujours très actif aujourd'hui, consacré à l'histoire culturelle, et puis enfin à la Sorbonne, où il est professeur émérite. Il a énormément publié, je ne vais pas du tout me lancer dans une liste de ses très nombreux livres. Il a beaucoup publié, évidemment, en histoire culturelle et en histoire politique contemporaine. Il faut souligner qu'il y a dans sa bibliographie, il y a très très tôt un intérêt marqué pour l'image contemporaine et en particulier pour la bande dessinée. La première édition de votre étude sur le Téméraire, le petit nazi illustré, c'est 79, je crois, chez Albatros, réédité en 2002 chez Nautilus. Donc c'est une étude sur l'un des très très rares journaux illustrés qui ait survécu à l'occupation, plus que survécu à l'occupation, qui en réalité a été poussé et financé par l'occupant. Mais j'ai aussi le souvenir d'une très belle biographie de Goscinny parue en 2007 chez Perrin. Et d'autre part, les lecteurs de Lire ou de l'Histoire savent aussi que Pascal Horry est très très régulièrement critique de bande dessinée dans les pages de ces deux magazines. Alors c'est important parce que c'est bien sûr un historien et donc un enseignant et un chercheur, mais c'est aussi un homme de médias d'une certaine manière. Et étant donné l'ouvrage autour duquel les débats vont porter aujourd'hui, le fait que ce soit un homme de médias, le fait que Pascal Horry soit par exemple administrateur de la Société civile des auteurs multimédia, qu'il intervienne régulièrement à la radio, qu'il soit depuis 2017 président du Conseil permanent des écrivains, c'est pas indifférent du tout. C'est-à-dire que la question médiatique, c'est une des questions passionnantes du livre qu'a produit Jean Dittard. J'ajoute, puisqu'on est à Blois, que Pascal Horry est aussi membre du Conseil scientifique des Rendez-vous de l'Histoire. Mais c'est peut-être secondaire par rapport à une chose encore plus grande, c'est que depuis mars, Pascal Horry est immortel. Et ça, c'est quand même quelque chose. Alors, vous me permettrez de considérer que, même si c'est une belle chose que d'être académicien, le titre qui rayonne le plus violemment autour de la tête de Pascal Horry, c'est le titre de régent du Collège de pataphysique. C'est mon avis personnel. Je précise sur ce point que je ne suis que le 4e membre du Collège de pataphysique à entrer à l'Académie française. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité. Et la thèse officielle du Collège, c'est que, évidemment, c'est l'Académie française qui a imité le Collège, et non pas le contraire. Oui. Et qui tarde d'ailleurs à rattraper son retard. On est d'accord. Évidemment, à ses côtés, l'auteur du livre qui va nous occuper pendant une heure, Jean Dittard. Jean est dessinateur, mais c'est aussi un enseignant, puisque son premier métier, que tu as exercé pendant plus de 10 ans, je crois, dans le secondaire, enseignant d'art plastique, un peu moins, son premier métier, c'est prof d'art plastique dans le second degré, mais il est aussi, depuis 2009 et désormais à plein temps, auteur de bande dessinée. Il a publié la quasi-totalité de ses livres chez Delcourt, et d'ailleurs on a ici dans la salle... La totalité, oui, il y en a un qui est co-édité avec le Louvre, mais c'est tout du Delcourt. Et on a d'ailleurs son éditeur là dans la salle. Il a, très brièvement, parce que là, pour le coup, ça va avoir un effet direct sur le livre, sur J'accuse. Il a commencé en 2009 par publier Le sourire des marionnettes, une histoire d'Omar Khayyam, et un travail en même temps sur la miniature persane. Autrement dit, une histoire dans laquelle la forme graphique était construite dans une réflexion, dans les deux orthographes et les deux sens du terme, constante avec le fond de l'histoire. Et c'est un principe un peu semblable qui présidait quelques années plus tard, en 2014, je crois, à la Vision de Bacchus, toujours chez Delcourt. Cette fois-ci, on changeait complètement de cadre. On n'était plus dans la Perse du IXe siècle, on était cette fois dans la Venise de la Renaissance. Et c'était une réflexion autour de la peinture, de la peinture vénitienne de la Renaissance.
multiprimé, prix Ouest France, ici, prix Case d'Histoire. Non, Case d'Histoire, c'est Florida. Alors justement, ensuite un troisième livre, Florida, publié en 2018, toujours chez Delcourt, et qui cette fois travaille sur la Floride française, cette éphémère tentative de colonisation de la Floride par les Français protestants au milieu du XVIe siècle. Et la figure qui traverse tout le livre de Jean Dittard, c'est la figure très peu connue, à part des spécialistes, Jacques Lemoine de Morgue, un dessinateur qui accompagnait l'expédition et dont on n'a jamais retrouvé les dessins. C'est un des très rares survivants de l'expédition, qui ensuite est devenu dessinateur de cartons de tapisserie pour la reine d'Angleterre. Il y a des trajectoires intéressantes comme ça. Et tout le livre de Jean réfléchissait sur ces dessins absents, réfléchissait sur ces dessins perdus. Et puis il y a aussi, je vais encore déformer le titre, les tableaux de l'ombre, voilà, que je dis toujours mal, je ne sais pas pourquoi je veux l'appeler les tableaux du silence. Les tableaux de l'ombre, publiés également chez Delcourt, mais en partenariat avec le Louvre, dans la tradition de ces bandes dessinées que le Louvre soutient, et qui consistent au fond à ouvrir le musée à un dessinateur pour qu'il s'en empare. Et Jean a choisi de travailler sur 5 petits tableaux, les 5 sens, tableaux de Anthony Palamède, c'est ça ? Qui lui permettait de donner une voix et une présence à des auteurs, à des images et à des personnages mineurs dans le Louvre. Si je prends le temps de vous parler de ces 5 livres, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est intéressant dès le départ dans le travail de Jean, que je connais depuis longtemps, depuis son premier livre en fait, et dont je suis un fan, vous l'aurez compris. Il y a toujours eu dans chacun des livres que je viens de citer, et c'est encore le cas dans J'accuse, qui vient de sortir chez Delcourt. #J'accuse. #J'accuse. Point de suspension, point d'exclamation. Il y a toujours eu une réflexion sur l'adaptation de la forme au fond. Alors ça a l'air très plat, hein, dit comme ça, mais en réalité c'est un travail tout à fait spécifique. Jean problématise la question de savoir quel type de traitement graphique va convenir à une histoire. Et il le fait avec un engagement tel que ça passe parfois devant ce qui a longtemps été une espèce de pierre de touche absolue du travail du dessinateur, c'est-à-dire que le style, c'est l'homme. La manière de dessiner, c'est ce qui va faire qu'on va reconnaître un dessinateur, qu'on va l'identifier et qu'on va aimer son traitement graphique, sa façon de faire. Et dans le scrupule et la minutie avec laquelle Jean réfléchit la mise en adéquation de son traitement graphique avec son sujet, il y a une énergie qui le fait parfois passer par-dessus une espèce de fidélité un peu crispée à soi-même, qui ferait qu'on défendrait avant tout la continuité d'une main, la continuité d'une patte, la continuité d'une touche. Non, c'est quelque chose qui est moins important pour lui que cette réflexion sur le fait que non, un style, au fond, c'est un code médiatique. Un style, au fond, c'est un dispositif médiatique qu'on adopte. Alors, il y a de la virtuosité à jouer avec ces codes médiatiques. Cette virtuosité trouve, à mon sens, une expression nouvelle et une ampleur nouvelle dans #J'accuse. Parce que, pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas lu, je vais essayer de ne pas spoiler, mais enfin, l'histoire est hélas très connue, donc vous risquez malgré tout d'en avoir entendu parler avant. #J'accuse raconte tout simplement l'affaire Dreyfus. Tout simplement, et en fait pas simplement du tout, puisqu'il s'agit de raconter l'intégralité de l'affaire dans un gros livre de près de 400 pages, 312 pages. 312 pages. Dans un gros livre de 312 pages, en ne traitant comme matériaux que des sources archivistiques, des gravures d'époque, des photographies d'époque, des dessins d'époque, des coupures de presse d'époque, des mémoires des participants et des protagonistes. Autrement dit, il n'y a pas un mot dans le livre qui n'ait pas effectivement été imprimé ou prononcé à l'époque, et il n'y a pas une image dans le livre qui n'ait pas une source précise dans l'iconographie de l'époque. Mais, justement, spoil pas, on va en reparler. Mais le choix formel de Jean consiste à transposer l'intégralité de ce matériau scrupuleusement cherché, sélectionné et vérifié dans les formes médiatiques contemporaines, dans le cadre d'un dispositif médiatique contemporain. Autrement dit, il s'agit de forcer le récit de l'affaire Dreyfus à prendre de manière visuelle, page par page, l'aspect qu'il aurait pu avoir s'il s'était déroulé de manière contemporaine, par le jeu des réseaux sociaux, par le jeu des chaînes d'information en continu, et par le jeu de l'information dématérialisée. Et c'est ça qui donne au livre, lui-même présenté dans un emboîtage qui le fait ressembler à un micro-ordinateur, c'est ça qui donne au livre quelque chose comme à la fois sa... Ah, vous voyez que le dispositif matériel est réfléchi. Ah voilà, là il y a une espèce de télescopage entre le contenu de l'histoire, entre la rigueur du travail sur les sources historiques et le choix de cette transposition formelle qui est aussi
un anachronisme délibéré, une rencontre délibérée. Ça rend absolument frappante la matérialité de l'objet. C'est une chose sur laquelle j'aurais des tas de questions à poser à Jean, la matérialité même de l'objet, puis alors même à son éditeur, parce que vous êtes quelques-uns chez Delcourt à avoir décidément fait le pari de rendre fous les chefs de fabrication depuis quelques années, c'est très très net. Mais avant même qu'on parle de cette matérialité de l'objet, je voudrais arrêter de parler, en fait. Et donc, pour ça, passer la parole à mes deux voisins de gauche. Et je vais le faire en les lançant sur une première question très simple, qui est celle que je viens d'aborder, celle de l'anachronisme délibéré, qui consiste à transposer une histoire de la fin du 19e siècle dans le dispositif médiatique auquel on est accoutumé en ce début du 21e siècle. Ça soulève évidemment plein de questions. Pourquoi forcer ce récit ultra-sourcé dans un code médiatique qui n'est pas le sien? Et d'une certaine manière, il y a deux hypothèses qui viennent quand on lit. Ça fonctionne, ça marche super bien, on se laisse complètement prendre dans ce récit. Moi, j'avais un doute, j'avais une réticence au début, je vais plonger en 12 pages. En 10-12 pages, je ne me posais plus de questions. Mais il y a une question qui m'a taraudé pendant toute la lecture et pendant la relecture, c'est est-ce qu'il s'agit de montrer que l'affaire Dreyfus est d'une intense actualité médiatique, en la présentant dans un dispositif médiatique contemporain? Ou est-ce qu'il s'agit au contraire de montrer qu'au fond, ces dispositifs médiatiques ont toujours existé, qu'il faudrait arrêter de parler de la nouveauté de cette actualité technologique? Est-ce que la démonstration, c'est l'affaire Dreyfus est toujours de notre époque, ou est-ce que la démonstration, c'est finalement ces révolutions technologiques sont peut-être pas tant des révolutions que ça, finalement notre contemporanéité est peut-être médiatiquement plus ancienne que ce qu'on croyait? Est-ce qu'il y a une des deux pistes que tu as sciemment voulu développer? Alors, merci pour toute cette présentation déjà. Bonjour à tout le monde. Merci Pascal d'avoir accepté aussi d'échanger autour de ce livre. Pour répondre peut-être à cette question, je pourrais juste dire comment je suis rentré dans le projet en réalité. Je n'avais pas en tout cas en tête l'idée de je vais raconter l'affaire Dreyfus. C'est pas ça mon point d'entrée. Je suis rentré dans le projet en ayant en tête l'envie de mettre en scène, en bande dessinée, le débat public, c'est-à-dire, c'est du coup un mot un peu abstrait en fait, ou l'écosystème médiatique dans lequel se joue le débat public, et certains mécanismes en particulier m'intéressaient, notamment comment une anecdote ou un événement très localisé finit par être instrumentalisé par exemple par des idéologues de combat qui vont faire monter cette histoire-là à toutes sortes de fins, et comment ça finit par finalement de prendre une ampleur qui concerne toute la société, alors qu'objectivement à la base ce n'est pas du tout gagné d'avance, quoi. Donc ce genre de phénomène, on assiste à ça très souvent. On est pris dans des flux en fait d'informations où on est en permanence avec des bribes d'éléments comme ça qu'on perçoit. Le phénomène aussi de la polarisation de la société, enfin, cette violence, ces discours de haine qui tendent, qui électrisent tout le monde. Je voulais travailler sur ces questions-là et essayer de le mettre en scène. Et donc travailler avec les représentations numériques, tout ça, c'était un enjeu dès le départ, télévisuel. Voilà. Et puis à un moment donné, j'ai choisi un sujet, finalement. J'ai choisi de pointer le doigt sur un moment précis, et l'affaire Dreyfus m'est arrivée un peu en tête parce que ça me paraissait un peu emblématique dans mes souvenirs. Je ne connaissais pas très bien l'affaire Dreyfus, j'avais des souvenirs de culture générale, de lycée, enfin. Et donc voilà, le J'accuse de Zola m'est venu bien sûr en tête, un peu comme un buzz de l'époque. C'était un peu l'image que j'en avais de loin. Voilà. Et donc je me suis dit je vais essayer de creuser la question de l'affaire Dreyfus en essayant d'explorer les rouages, les ressorts médiatiques, parce qu'au fond, ce qui m'intriguait justement, sans connaître vraiment, avec juste des vagues repères, c'est mais comment ça s'est fait en réalité que cette histoire initiale là, d'une erreur judiciaire finisse par prendre de telles proportions, en fait. Voilà, je voulais comprendre. Et donc c'est en même temps un travail de recherche en termes pour apprendre aussi. Et en apprenant, mon travail était aussi tout de suite, je me suis dit, je vais le faire en allant dans les sources directes. Et assez vite, je me suis rendu compte qu'il y aurait possibilité peut-être de raconter cette histoire comme un documentaire sans aucune voix off personnelle, c'est-à-dire uniquement avec un prélèvement de sources authentiques.
Mais en même temps, d'emblée, j'avais déjà mon jeu sur le dispositif médiatique contemporain. Et c'était créer des effets de résonance qui m'intéressaient. Et en fait, je ne savais pas trop ce que j'allais découvrir, si mes intuitions initiales allaient être fécondes ou pas. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai trouvé incroyablement fécond ce travail, en fait. Et voilà. Et bon, après, peut-être que je peux passer la parole, mais je pourrais ne pas m'arrêter. On t'écouterait jusqu'à la fin de l'heure, hein, même un petit peu au-delà. Oui, pour répondre aux deux questions de Laurent, moi j'aurais tendance à dire qu'on peut répondre oui aux deux. Oui. Et que répondre oui à l'une permet d'éclairer la réponse oui à l'autre. Donc l'actualité de l'affaire Dreyfus, on n'est pas les premiers à le souligner, bien entendu, mais le titre est #j'accuse. Donc on voit bien qu'il y a une réflexion sur, j'allais dire, la communication. Bon, j'accuse parce que j'accuse reste une date importante dans l'histoire de quoi, d'ailleurs, pas simplement de la presse, pas simplement de l'affaire Dreyfus, mais de la mobilisation d'une opinion à travers une sorte de coup de force dont on voit bien, puisqu'il y a une page qui rappelle que certains Dreyfusards, parmi les plus importants, Scheurer, Kestner, sont effrayés par l'initiative de Zola, parce que il frappe trop fort, quoi. Là, ils sont prudents, ils essayent de progresser. Et ils progressent d'ailleurs, effectivement, en convainquant peu à peu, parce qu'un Dreyfusard, ça n'existe, en dehors de Mathieu Dreyfus, grosso modo, et de Madame Dreyfus, ça n'existe pas au départ. Il n'y a pas deux camps au départ. Il y a simplement la France entière qui sait que Alfred Dreyfus est un traître. Et puis, il y a la famille Dreyfus qui est complètement désemparée. Mais il n'y a pas de Dreyfusard, je suis désolé, hein, au départ. C'est pas imaginer ça. Puis peu à peu, il s'agit de conquérir. Jean Jaurès... dont on a retrouvé des textes un tantinet antisémites aussi, même Jaurès. Hein. Bon, ben, Jean Jaurès met du temps, alors, sans parler des autres, mais je veux dire, la gauche, alors l'extrême gauche, personne, bien entendu, puisque c'est un militaire. On réprime les grèves à l'époque par l'armée, plus encore que par la police. Donc, comment voulez-vous que les anarchistes, etc. Donc, c'est ça qui est extraordinaire. C'est le travail d'évangélisation progressive, de propagande, quoi, de la part de ce petit groupe qui finit par être un groupe de Dreyfusards. Donc ça, c'est j'accuse. C'est d'ailleurs intéressant, pendant le cas d'Émile Zola, je le signale au passage, je parais m'éloigner, mais c'est pour répondre à la question de cet objet-là. Voilà. Vous savez, c'est la fin de L'homme qui aimait les femmes de Truffaut. Un objet rectangulaire, je ne sais plus combien, 350 pages brochées, on appelle ça un livre. Bon, ça c'est la fin du film de Truffaut. Et donc, bon, bah, c'est ça. Mais j'accuse, ça veut dire aussi que vous avez un écrivain dont on a fini par oublier qu'il était très peu estimé dans la société culturelle de son temps. C'était Marc Lévy, à peu près. Non, mais Zola, bah oui, non, c'est sans doute pas le bon exemple, mais non. Et s'il y avait bien des gens qui détestaient Zola, ce sont les futurs Dreyfusards. Léon Blum et tout ça, la Revue Blanche détestait Zola. C'était un écrivain, je dirais pas de caniveau, mais enfin bon. Donc, faut penser à ça, parce que c'est après qu'on reconstitue tout ça. Et l'idée que Zola, qui a été X fois candidat à l'Académie française, puisse se mouiller à ce point-là, bon. Donc ça, c'est j'accuse. Et puis, il y a hashtag. Et ça, hashtag, j'allais dire, c'est Jean Dittard. C'est-à-dire que là, il y a ce pas de côté. Est-ce que c'est alors, j'utilise peut-être mal le terme, est-ce que c'est quelque chose de cyberpunk là-dedans? Non, pas vraiment. Enfin, bref. Steampunk? C'est peut-être oui, c'est ça, plutôt ça. Voilà. C'est-à-dire qu'on mélange les genres, on mélange les époques. Et évidemment, là, vous serez... D'abord, vous aurez la chance de vous précipiter pour acheter le livre après, mais si on ne vous expliquait pas ça, si vous n'aviez pas cette heure dans cet amphithéâtre 1, vous seriez quand même un peu déconcerté au début, hein, vraisemblablement. Parce que vous n'avez pas vraiment le mode d'emploi, vous dites, mais c'est un peu bizarre, je n'ai pas très bien compris. Puis bon, au bout de 12 pages, grosso modo, 13 pour les esprits un peu lents, voilà, vous entrez dedans. Non, mais c'est ça, c'est hashtag. Mais c'est vrai qu'il y a un effet de règle du jeu, c'est-à-dire que le dispositif est très présent. Et donc au début, il interpelle, je pense, et on a besoin de comprendre comment ça marche d'abord. Et j'avais conscience que le dispositif serait toujours présent. Moi, je m'intéresse parfois à ces effets proposer une lecture totalement immersive, parce que j'espère qu'on est tenu en haleine, qu'on a envie de lire la suite, etc. Mais sans empêcher la possibilité de sortir aussi du récit, mais que ce ne soit pas gênant. Ce n'est pas une sortie qui nous perturbe, parce qu'en fait, il y a un truc qui nous gêne. C'est une sortie qui permet un côté réflexif, en fait. Et du coup, tout le dispositif, il permet ça en permanence, parce qu'on peut en sortir quand on veut. Chaque page, en fait,
oui, pour peut-être finir sur la façon dont j'ai travaillé, assez vite dans mes choix, je me suis dit, bon, je vais travailler qu'avec des textes. En fait, je vais faire des pages qui ont une unité. Chaque page a un peu son début et sa fin, en quelque sorte, et ça va créer un tempo dans la lecture. Et à chaque page sera sourcée. C'était tout de suite important dès le début. Donc, les sortes de barres... en fait, on a comme un écran d'ordinateur avec une barre d'adresse sur Internet qui, en fait, sert à donner la source et le nom de l'auteur. Et donc, de temps en temps, ce sont des témoignages de protagonistes, comme Mathieu Dreyfus, le frère d'Alfred. De temps en temps, et la plupart du temps, ce sont des sources journalistiques. Et donc, finalement, je pense que dans la lecture, on ne lit pas tout le temps les sources. Mais si on a besoin de le lire parce qu'on est interpellé par quelque chose, par une date ou par le nom de l'auteur, on peut sortir de la lecture immersive et avoir accès à tout ça. Mais c'est ce qu'on est habitué à faire tout le temps quand on est sur nos écrans, à suivre l'information, à avoir plein d'autres informations sur tout l'écran, en fait, mais on oriente notre regard que sur ce qui nous intéresse. Et voilà, donc ça permet des lectures, je pense, qui sont très diverses en fonction des lecteurs ou des lectrices, parce que c'est, à mon avis, un objet un peu ouvert, quoi, dans le mode si Laurent me le permet, c'est un exemple, page 154. Vous avez donc un écran d'ordinateur, une protestation, c'est la fameuse protestation d'où sortira la popularité, par le mot, il existait déjà, des mots intellectuels, à gauche. Et alors, on indique, la formule exacte, c'est « ils ont signé ». Oui. 102 ont signé, prochain objectif 1000. Ah oui, c'est ça. Et on voit que Alfred Jarry a signé il y a 4 heures. Et Lucien R aussi. Et Lucien R a signé. Donc c'est ça. Donc ça, en fait, ce que j'ai découvert, c'est que un petit coup de génie, quand même. Pas mal de dispositifs effectivement contemporains, comme les pétitions en ligne ou comme le crowdfunding, par exemple, avaient déjà des ancêtres avec des souscriptions, avec donc des pétitions. Du coup, on peut dire souscription plutôt que crowdfunding. Bah oui. Ouais. C'est la même chose. Enfin bon. Ceci dit, pour préciser une chose, il ne s'agit pas seulement de sourcer les informations sur la page imprimée, il s'agit aussi de permettre d'accéder au document qui a servi de source à Jean au moyen d'une application que le lecteur peut télécharger gratuitement sur le site de Delcourt et qui lui permet ensuite, simplement en scannant chaque page, d'afficher directement dans son smartphone ou dans sa tablette la page de la revue, du journal, la gravure qui a servi de source à cet endroit précis. Et j'insiste sur ce point parce que c'est pas seulement un scrupule érudit qui consisterait à dire attention, j'ai travaillé avec des sources, je les indique. C'est pas seulement cette espèce de jeu à la fois cultivé et ludique qui consiste à traduire les événements de la fin du 19e siècle dans les codes médiatiques contemporains. C'est aussi le fait de donner concrètement au lecteur l'accès aux documents qui ont servi à engendrer le livre. Alors ça ouvre, me semble-t-il, sur une autre question que je trouve passionnante dans l'objet. C'est que c'est à la fois un objet d'une très grande matérialité, parce qu'il est lourd, parce qu'il est présenté dans un dispositif très particulier, parce qu'on l'ouvre comme un livre au format portrait avant de s'apercevoir qu'en réalité c'est un livre au format paysage dedans, parce qu'on l'ouvre comme un livre relié, rigide, avant de s'apercevoir qu'en fait c'est un livre broché et souple, parce qu'on l'ouvre comme un énorme livre de 312 pages avant de s'apercevoir que comme les pages imitent des écrans, comme le disait Jean à l'instant, il y a une unité narrative qui est celle de la page, ce qui fait que toute page doit être un récit ou un discours complet en soi. Donc il y a tout un tas de négociations sur le code matériel de l'objet qui sont le propre de n'importe quel lecteur avec n'importe quel album, c'est entendu, mais enfin qui sont là particulièrement présentes. Et en même temps que cette matérialité s'impose à nous et nous rappelle que, comme le disait Pascal à l'instant, en citant Truffaut, ce machin avec des pages collées d'un côté, là, c'est ce qu'on appelle un livre. Le livre, dans sa matérialité, nous donne aussi immédiatement accès à un nuage d'informations dématérialisées. Ce qui fait que l'expérience de lecture qu'il propose est une expérience qui est très polymorphe dans tous les sens du terme. On est en permanence écartelé entre deux époques, entre deux codes médiatiques, entre la matérialité de l'objet et l'immatérialité de ses compléments. Je voudrais savoir, je vais poser la question d'une manière volontairement naïve, je voudrais savoir comment on conduit, comme auteur, ce processus de digestion des sources. Comment on fait pour fabriquer un récit, parce que moi qui l'ai vraiment lu de très très près, je suis bluffé par la maestria plastique qu'il faut pour en tirer ça, que ce soit aussi lisible et aussi beau. Donc comment on fait pour digérer cette masse de sources, pour se les réapproprier, pour leur donner un style commun? Et puis je voudrais l'avis de l'historien sur justement ce rapport-là à la source, ce travail-là à la source. Vaste sujet.
Ce que je peux dire sur la question de la source, d'abord, avant de répondre précisément ensuite, de l'application de réalité augmentée, c'est quelque chose qui n'est pas intervenu pour le coup au début du projet, mais plutôt à la fin. Il y avait, les éditions Delcourt ont déjà cette application qui existe appliquée à d'autres livres. Et à un moment donné, la question s'est posée, est-ce qu'on l'utilise ou pas, et pourquoi? Et en fait, tout de suite, j'ai pensé que ça pouvait être un outil formidable pour transmettre l'accès direct à ces sources. L'enjeu du livre étant aussi autour de ce qu'aujourd'hui on appelle les fake news, la post-vérité, ce genre de problématiques qui étaient déjà très présentes dans l'affaire Dreyfus. Les fake news ou les fausses nouvelles, peut-être. Oui. J'ai dit ce qu'on appelle aujourd'hui. Il est académicien. Je sais. Il ne lâchera pas. Et bien, en tout cas, le fait même d'avoir accès à la source tout le temps, et donc en plus, non seulement que ce soit sourcé sur la page, mais que l'accès soit facilité, ça me paraissait un enjeu presque de, je ne sais pas, d'une façon induite, d'avoir une sorte d'éthique, enfin, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais une question, en tout cas un truc intéressant qui fonctionnait avec ce livre. Et puis la dimension aussi matérielle, avec le paradoxe de donner accès à des facsimilés de journaux anciens, mais par version numérique, alors que moi je fais un objet qui est un objet physique avec un papier même qui imite un peu le journal, enfin, et donc un objet qui ressemble à du journal, mais qui est aussi fait selon des modalités numériques. Donc ces jeux hybrides comme ça, ils trouvaient un prolongement, on va dire, avec la version numérique, voilà, l'application. Et puis sinon, sur la question de comment j'ai digéré, alors en fait, je pense que j'y suis parti d'abord un peu la fleur au fusil, quoi. Je ne me rendais pas compte dans quoi je m'embarquais vraiment. Je savais par contre très précisément dans quel axe, dans quel angle. Donc je n'étais pas du tout intimidé sur le fait que beaucoup de monde avait déjà écrit des choses sur l'affaire Dreyfus et comment m'emparer de ça et tout. En fait, ça, c'était très clair d'emblée pour moi. Donc ce n'est pas ça la difficulté. La difficulté, c'est la quantité de sources. Parce que c'était vertigineux, quoi. Donc j'ai passé concrètement 6 mois à passer tout mon temps que dans la lecture. Alors bien sûr, les sources, et la plupart sont toutes numérisées par la BNF. Donc moi j'ai travaillé concrètement avec Retro News, qui est un site spécialisé sur la presse en lien avec la BNF, et qui est très pratique pour ce genre de recherche. Mais donc voilà, avec ça, et puis avec les livres qui sont publiés de Scheurer-Kestner, Mathieu Dreyfus, différents protagonistes. Et puis avec aussi certains livres d'historiens, donc celui de Philippe Auriol, qui a été pour moi le plus utile, parce que c'est une grosse somme, l'histoire de l'affaire Dreyfus de 1894 jusqu'à nos jours, mais qui m'a permis aussi de comprendre l'affaire dans toutes ses finesses, mais aussi qui s'appuie beaucoup sur la presse et qui cite énormément de sources. Donc moi, ça m'a aussi orienté quand même sur un certain nombre de journaux qui étaient absolument indispensable ou intéressant pour telle ou telle facette. Mais ensuite, j'avais parfois des aiguillages qui étaient facilités par les travaux d'historiens. Mais par ailleurs, j'ai aussi, moi j'ai travaillé je me suis fait une sorte de chronologie à un moment donné, et je savais que j'allais devoir trouver des sources à tel et tel moment pour avoir le point de vue d'un tel ou d'un tel en réaction à tel événement, etc. Et là, je faisais parfois des recherches vraiment en piochant, on va dire, dans un certain panel, et puis j'allais un peu à la pêche. Parfois, j'allais aussi à la pêche, encore de manière plus ouverte, en allant voir les pages 2, les pages 3 de tel et tel journal, et je tombais sur des articles. À un moment, j'ai une page que je consacre à quelqu'un qui, au moment du procès de Rennes, souhaite partir à la campagne parce qu'il n'en peut plus de cette affaire Dreyfus, il veut se déconnecter, en fait. Et ça c'est le mot contemporain, mais en fait, c'était ça. Et au bout de 2-3 jours, il est quand même il voudrait savoir où ça en est. Donc il est dans des addictions qui sont incroyables, dans l'effet de résonance que je cherchais. Donc ça, c'est des choses qu'on ne trouve pas dans les livres sur l'affaire Dreyfus. Mais par contre, moi, c'était génial. Je jubilais quand je tombais sur un article comme ça. Donc j'étais dans différentes strates de prélèvement, on va dire. Et ensuite, j'ai essayé de monter bout à bout. Mais j'ai fait des choix, des moments. Par exemple, j'ai travaillé beaucoup avec, au départ, le texte de Léon Blum, Les souvenirs de l'affaire. Mais que j'ai finalement totalement supprimé parce que je me suis aperçu à un moment que son témoignage était le seul qui était postérieur de 40 ans à l'affaire, alors que tous les autres témoignages que j'ai exploités sont des témoignages
presque direct, quoi, ou juste après l'affaire. Et donc, ça crée un décalage, voilà, un peu trop. Lui, il avait trop de recul, quoi, en fait. Donc, j'ai fait des arbitrages comme ça. Enfin, voilà. Et, juste pour qu'on se rende compte, quand tu décris cette énorme masse de sources, la manière dont tu t'es orienté dans ces sources, en partie grâce à des historiens, grâce à l'énorme travail de numérisation de la BNF, Retro News et Gallica, quand tu décris la façon dont tu es parfois parti à la pêche pour documenter un moment précis de ta timeline, chronologie, juste pour qu'on se rende compte, il y a combien de temps entre le moment où tu te dis j'ai envie de faire un livre sur la manière dont le débat public se crispe, se cristallise ou se focalise, j'ai envie de faire un livre sur ce que c'est qu'en gros un dissensus dans l'opinion publique et l'opinion civile, et le moment où tu rends ton dernier état complet à Delcourt, combien de temps ça t'a pris? Parce qu'on a l'impression, quand on lit, d'une somme de travail monstrueuse. En fait, j'ai travaillé 2 ans concrètement d'affilée dessus, donc 6 mois effectivement que dans l'écriture, et quand je dis l'écriture, du coup, c'est plutôt le montage, le prélèvement et le montage de texte, mais c'est quand même de l'écriture, c'est-à-dire en termes de scénarisation, il y a un travail de dramaturgie qui est quand même très important pour arriver justement à rendre digeste. Alors j'ai aussi les témoignages, Mathieu Dreyfus, par exemple, me sert de fil conducteur dans un récit qui est choral. J'avais quand même besoin aussi de pouvoir rentrer dedans, et puis Mathieu, il est à la fois dans la sphère intime, avec son frère, avec sa belle-sœur aussi, Lucie, et en même temps, c'est lui qui fait le pont avec la dimension publique. Donc il était vraiment à la charnière, et il me permettait de montrer des choses que la presse ne pouvait pas dire, parce que c'était souterrain, toute la première période d'activité avec Bernard Lazare, avant que le monde médiatique démarre vraiment. Tout ça, je pouvais l'avoir par l'intermédiaire de Mathieu Dreyfus, mais ça fait quand même comprendre des choses du point de vue des rouages médiatiques aussi, puisque c'est quand même des démarches qui vont... Bon, bref. Et donc après, j'ai fait 1 an et demi de dessin, mise en scène, de tout ça. Et en fait, j'étais un peu dans l'improvisation pour le dessin. C'est-à-dire que je m'étais fait un travail page par page, je savais mes textes. Et ensuite, je ne savais pas forcément comment j'allais les exploiter dans la mise en scène. À certains moments, je m'étais annoté, ça c'est plutôt un mode télévisuel, de débat, ça sera plutôt une page avec Clémenceau qui raconte une séance à la Chambre des députés où les députés font le pouce en bas comme ça, et lui il fait le lien avec ce signe qui vient de l'Antiquité. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, forcément je prends cet extrait et je le mets en scène façon YouTube avec les likes et dislikes qui vont me faire écho, résonance. Et là, en une page... Et avec un tableau de Jérôme. Et en plus, voilà, contemporain, enfin, ou juste avant l'époque. Les années 70. Et donc, j'ai la généalogie d'un signe médiatique, juste en une case même, avec ce moment-là. Donc, j'étais à l'affût de tout ce que Voilà. Et donc, ça, je savais, quand j'ai lu le texte, comment j'allais le mettre en scène. Mais bien souvent, je ne le savais pas. Et c'était aussi ce qui a rendu le travail agréable ensuite parce que j'étais dans la surprise et l'invention régulièrement de comment j'allais rebondir à partir de tel texte, aussi en voyant ce que j'avais fait auparavant pour essayer de varier les dispositifs, les faire se raisonner, enfin voilà. C'est-à-dire énormément de temps en amont, mais en même temps quelque chose qui continue de se jouer dans l'instant du travail, dans la cristallisation d'une idée ou dans l'amusement d'une idée. Ouais, c'était très ludique à faire, c'était sur un sujet sérieux, mais je l'ai travaillé sérieusement, mais en même temps, c'était vraiment jubilatoire dans cette excitation-là, quoi. Ouais. Et avant ça, il y avait eu 1 an de gestation, parce que l'idée du projet, j'en ai parlé à Grégoire et à Brigitte, son épouse, on était dans un repas. Voilà, je leur ai donné l'idée, c'est les premières fois, je me souviens très bien de ce moment. Et j'avais déjà le titre, #j'accuse, et j'ai vu leur regard fertile. Je me suis dit, c'est peut-être pas qu'une blague, ça peut être vachement bien. Et j'ai fait quelques essais juste après. Et après, j'ai eu 1 an où je finissais mon autre livre, où du coup, ça mûrissait quand même, quoi. Mais j'ai senti, voilà, c'était 1 an comme ça de gestation, puis ensuite, tout de suite, et 2 ans non-stop. Voilà. Et alors, comment l'historien, lui, il regarde ce travail sur le document, ce travail de digestion et de remâchage, et Jean a beaucoup utilisé l'expression, ce travail de remise en scène médiatique du document. Comme on sait, les historiens essayent de travailler sur des documents qui ne sont pas d'ailleurs seulement des documents d'époque, mais en l'espèce, ça paraît un bon critère que de s'immerger dans ce qui est produit immédiatement. Donc c'est une médiation, mais courte,
de courte durée. Et effectivement, c'est le rythme. En particulier, on a quand même beaucoup, non pas d'extrême, enfin, on a beaucoup d'utilisation de la presse imprimée, puisqu'il ne faut pas dire presse écrite, hein, parce que l'Internet, c'est écrit aussi. Donc, la presse imprimée de l'époque. Bon. Et d'autre part, les directeurs de recherche que sont les enseignants dans le supérieur insistent beaucoup auprès des étudiants sur le fait qu'il faut aller aux documents. D'ailleurs, entre parenthèses, aujourd'hui, il y a une sorte de trouble. Quand les documents ne sont pas numérisés, certains jeunes étudiants sont complètement paniqués à l'idée qu'il y aurait des documents qui ne seraient pas numérisés. Non, mais je suis maintenant professeur émérite, donc je suis heureux de ne pas avoir expliqué ça aux étudiants, mais mes collègues plus jeunes me disent « Ah, bon ». Parce que évidemment, c'est la partie émergée de l'iceberg, ce qui est numérisé. Alors, on a cité la BNF, Retro News, il y a Gallica, etc. C'est-à-dire qu'on a des instruments de médiation très utiles, considérablement plus utiles que ce qu'on pouvait avoir à la lointaine époque. Donc, c'est très important qu'un artiste se saisisse de ça, parce que c'est à la disposition de tout le monde, pas simplement des chercheurs, mais aussi des artistes, des essayistes, des intellectuels, etc. Donc, on sent bien la présence des documents. Et d'ailleurs, c'est assez subtil parce qu'effectivement, ce sont quand même des documents qui, à chaque page, sur les 301, 12, etc., sont quand même plus ou moins retravaillés, mais quand même retravaillés. C'est-à-dire, par exemple, quand il y a des publicités d'époque, bon, on suppose que Jean c'est pas forcément, enfin, peut-être que c'est à chaque fois emprunté à la page qui se trouve par ailleurs citée, mais ça peut être aussi un petit montage. La page 5, il y a une publicité, et il reporte cette publicité sur la page qu'on a, qui serait par ailleurs la page 1, etc. Oui, hein. Donc c'est un jeu subtil. Et du coup, et pour moi, c'est un compliment, mais évidemment, il ne faudrait pas que le jeune chercheur pense que la page du Libertaire était forcément comme ça. Hein. Donc ça a toutes les apparences d'être un document, mais c'est subtilement travaillé, sans parler évidemment de l'encadrement, qui fait que c'est un encadrement d'ordinateur d'aujourd'hui. Un des effets intéressants, me semble-t-il, je ne sais pas ce qu'en pensent les deux lecteurs privilégiés, le créateur puis Laurent, mais la présence importante des documents anti-Dreyfusard. Parce qu'on sait bien que l'opinion publique était partagée au sens où elle était massivement anti-Dreyfusard, ce qui me paraît tout à fait normal dans un premier temps, puis peu à peu ça se rééquilibre. Mais jamais jusqu'à la fin du 19e siècle, jusqu'en 99-1900, jamais dans un sens massivement Dreyfusard quand même. Puis peu à peu, il y a d'ailleurs un renversement dont Péguy est le témoin affligé, c'est que les Dreyfusards arrivent au pouvoir aussi. Et donc là, du coup, des gens comme Péguy descendent du train. Bon, c'est encore plus complexe. Mais la forte présence des documents anti-Dreyfusard, qui ont une violence d'autant plus grande que, bon, sauf les historiens, Auriol, les autres, Vincent Duclerc, moi, bon, on est familier de ce genre de documents, mais je pense que le lecteur standard d'aujourd'hui, il n'est pas familier d'une violence, par exemple, anti-juive extrêmement chargée, vulgaire. Et là, vous les avez. Hein, vous les avez parce que, évidemment, c'est représentatif de la réalité du document. C'est-à-dire que, dans un premier temps, alors c'est massivement quand même une documentation anti-Dreyfusard. Sinon, on tordrait le bâton, on ne dirait pas la vérité du document. Donc ça, c'est à mon avis. Et puis, alors, ça permet des jeux innombrables. Par exemple, là, je notais entre la page 180 et 187, vous avez 2 dessins, parce que un des intérêts de l'affaire Dreyfus, c'est l'implication d'artistes d'une catégorie particulière, je parle sous le contrôle de Laurent, les dessinateurs de presse. Vous savez qu'en ce moment, nous assistons en direct à la disparition du dessin de presse. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Le jour Capital ou le New York Times a décidé de renoncer parce que, bon, surtout pas de vague, hein, politiquement correcte. On va plus. Même la succession de Plantu, je vous signale que Plantu est remplacé par une sorte de collectif. On n'ose plus. Bon, donc, c'est quand même important au XXIe siècle. Mais là, donc, vous êtes à une époque où il y a la loi de 1880, etc., et des possibilités de dessin de presse quand même extraordinairement plus larges qu'aujourd'hui. Hein. Et par exemple, entre la page 180 et 187, et ça c'est fourni sur un plateau par Jean Dittard, ça pourrait être fourni sur un plateau par un livre d'histoire, mais il se trouve que pas, vous avez un dessin de Forain est, disons, anti-Dreyfusard, et vous avez un dessin de Stenlen qui est une réponse au dessin de Forain, c'est 6 pages plus loin. Et grâce à Jean, on les compare, c'est tout à fait intéressant. Et il y a d'autres effets comme ça. Donc on joue aussi, mais on joue dans le sens de l'intelligence historique. Donc c'est un jeu, et en même temps, c'est historiquement très pertinent. Je renchéris sur ce point. Ce qui m'a frappé
précisément parce qu'un de mes centres d'intérêt, c'est l'histoire du dessin et de la bande dessinée, ce qui m'a frappé, c'est la restitution du caractère très profondément dialogal du monde médiatique, visuel de cette culture imprimée. C'est une culture dans laquelle tout le monde lit tout le monde et répond à tout le monde. Et ça, pour le coup, c'est un des effets de modernité qui sont à la fois déroutants et rassurants pour le lecteur. Dans un premier temps, on se dit, ah ben non, ça c'est un effet de forçage dans le discours contemporain, parce qu'on voit bien que sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, cet effet qui est à la fois un effet d'inflammation du conflit, mais aussi de dialogue et d'échange constant, il est à la base du fonctionnement médiatique, mais ça ne devait pas correspondre. Et puis plus on avance dans ton livre, et plus on se dit, ah bah si, ça correspond parfaitement. C'est une immense discussion constante, alors en réalité une immense engueulade constante, mais c'est la restitution de cette engueulade, y compris dans ce qu'elle a de plus brutal, qui produit paradoxalement les formes de contemporanéité les plus troublantes pour le lecteur d'aujourd'hui, je trouve. Ouais, c'est vrai que aujourd'hui, les dispositifs médiatiques de la discussion sont par exemple beaucoup des débats à la télévision, par exemple, des choses comme ça. À l'époque, il n'y a aucun débat dans les journaux. En fait, ce sont des gens qui se répondent en effet par journal interposé, mais ils se répondent vraiment de jour en jour. Donc c'est vrai que du coup, moi, en transposant en dispositifs contemporains, j'avais finalement pas tant de difficultés que ça à les faire se répondre ou échanger. Enfin, c'était pas tordre en tout cas l'esprit du débat public de l'époque de l'affaire Dreyfus, quoi. Mais c'était une difficulté que j'ai eu à un moment à me poser comme question, justement. J'ai très peu de scènes de dialogue réellement. C'est surtout des monologues de gens qui parlent et puis qui vont se répondre, etc. Mais au bout du compte, effectivement, les phénomènes dont tu parles sur les réseaux sociaux, on met souvent le doigt sur les réseaux sociaux comme responsable un peu d'une dérive ou de la médiocrité du débat public. On s'aperçoit qu'avec juste des journaux, en réalité, cette tension palpable et cette dégradation aussi du langage, ou des idées, ou cette violence, en tout cas, était déjà très, très hyper fréquente, avec d'autres moyens techniques, quoi. Oui, c'est ça. On trouverait dans l'Amérique des années 30 ou 40 des dénonciations de la radio qui est en train de dégrader le débat public qui sont très, très, très équivalentes. Mais alors, j'ai une question qui est toujours, au fond, une question liée à l'usage du document et à la présence du document, mais qui est sous un angle un peu différent. Je suis très frappé par le fait que ce rapport au document, il se trouve réfléchi, problématisé et pratiqué par de très nombreux auteurs de ta génération, ce qui donne une importance très particulière depuis une dizaine ou une douzaine d'années maintenant à quelque chose qu'on appelle parfois la bande dessinée documentaire, parfois la bande dessinée journalistique, parfois la bande dessinée du réel. Le flottement même de la catégorie est intéressant. Je ne vais pas rentrer dans le débat sur le nom, mais simplement, je voudrais te demander comment toi tu perçois ce travail que tu as réalisé là, dans le cadre de cette bande dessinée qui revendique de plus en plus un rapport au réel qui passe par le document. Je pense à deux exemples, et il se trouve qu'en plus c'est deux exemples Delcourt et deux exemples Grégoire Séguin, si j'ose dire. Je pense à Saison brune de Squarzoni, qui est un grand livre sur le réchauffement climatique en 2012, et dans lequel Squarzoni choisit de mener l'enquête et de raconter sa propre enquête sur sa propre ignorance sur ces questions-là. Et il fait le choix de redessiner tout son matériau graphique. Des photogrammes de films, des screenshots d'écran, des pages de journaux, des pages de livres, des photos, etc. Il passe tout au filtre de son propre redessin, mais il y a une masse documentaire absolument colossale et du coup des registres visuels très variés. Et puis j'ai un autre exemple plus récent en tête, c'est les 3 volumes des damnés de la Commune de Raphaël Messan, qui lui, au contraire, choisit, dans une voie à laquelle j'ai pensé constamment en te lisant, de ne pas redessiner du tout, mais de raconter la Commune uniquement avec un montage de gravures d'époque. Et en fait, alors c'est intéressant pour Squarzoni parce qu'il y a chez toi le même travail de digestion par le redessin. En particulier, il y a une esthétique de la hachure qui est très très finement calculée. Mais d'un autre côté, j'ai aussi beaucoup pensé à Messan parce que même si toi, tu ne montres pas directement l'image, tu la redessines, il y a cette même tentation qui consiste à dire qu'au fond, la gravure du 19e, pas seulement comme source d'information, mais comme registre visuel, comme style graphique, c'est quelque chose qui donne son identité à votre propos. Est-ce que tu te sens une parenté avec ces démarches-là ? Oui, effectivement. Oui, je comprends très bien leurs approches et moi je me sens effectivement dans des choses assez proches. Oui. Ce que j'ai peut-être pas encore expliqué vraiment par rapport à justement mon travail par rapport aux sources visuelles,
et par rapport au réel, justement, c'est qu'il y a un truc très ambigu ou très bizarre dans mon travail sur ce livre, à partir des sources contemporaines, visuelles contemporaines, et pas de l'affaire Dreyfus. En fait, il y a un partage entre des sources de l'époque de l'affaire Dreyfus, qu'elles soient photographiques ou même dessinées. J'ai parfois fait des copies de gravures anciennes, effectivement, voilà, sur des choses très précises. En fait, dès que je pouvais être au plus proche du réel de l'époque documentée, je le faisais, c'est-à-dire notamment les scènes de procès. Elles ont été abondamment dessinées, et donc je me suis appuyé sur les dessins existants. Voilà. Et donc dès que j'ai pu, j'ai essayé de m'appuyer sur les sources d'époque. Mais quand il y avait à mettre en scène des discours de gens qui s'invectivent par journal interposé, par exemple, donc là je transposais les choses avec des sources visuelles également, mais contemporaines. C'est-à-dire qu'il y a en sous-texte, qui sont ensuite des dessins, des images qui sont ensuite habillées avec des hachures et avec des costumes anciens et qui rendent les choses crédibles, mais il y a des images donc télévisuelles ou d'internautes. Par exemple, il y a des cadrages faits après des smartphones, des choses comme ça, donc ça crée des formations visuelles, un rapport à l'image qui nous paraît, nous, aujourd'hui, étrangement familier, mais en même temps impossible pour un graveur du 19e de faire ce genre d'image. Est-ce pour ça que Maurice Barrès a un petit air Éric Zemmour? Ah non, alors je ne divulguerai pas mes sources contemporaines. Non, mais ça donne le vertige, d'ailleurs. C'est marrant, parce que ces parallèles-là, je pense au livre de Noiriel, sorti l'an dernier, qui fait le parallèle entre Zemmour et Drummond. Ces parallèles-là qui consistent à interpréter un certain nombre de fonctionnements médiatico-politiques contemporains à la lumière du monde médiatico-politique de la fin du 19e, visiblement, il y a une tendance quand même. Et alors, par rapport au livre de Noiriel, moi, je trouve que la limite de la démarche, par ailleurs, il y a plein de choses super intéressantes, mais je trouve que c'est le comparatisme, à un moment donné, tourne un peu en fait, on peut aussi trouver autant de différences qu'on trouverait de ressemblances. Oui, je crois que c'est la limite aussi. Voilà. Et moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de pas tomber là-dedans, justement. C'est pour ça que je répondrai pas à cette. Ah non, mais c'est-à-dire que pour moi, le jeu, c'est dans la résonance. Compte tenu de la chronologie, ensuite chacun va percevoir va susciter ses propres réflexions à partir de ces résonances-là, en fait. Ouais. Mais ce que tu veux dire, c'est que, en fait, le lecteur va voir tout de suite le matériau visuel du 19e que tu es allé chercher, et il ne va pas forcément s'apercevoir, même si ça influence son œil, qu'en réalité, il y a une double source visuelle permanente, explicite et implicite. Celle des sources archivistiques que tu es allé chercher, et puis celle de tout le dispositif médiatique contemporain que lui, tu n'as pas sourcé, dont tu ne donnes pas trace sur ton site, qui n'est pas accessible par smartphone ou par tablette, mais dont tu comptes bien qu'il fonctionne dans l'imaginaire du lecteur pour lui donner la contemporanéité. Et ça veut dire en gros que de temps en temps, il y a un cadrage de CNews, de temps en temps, il y a une image de Twitter, dont elle, tu ne donnes pas la source, mais qui est aussi active dans ta composition d'image. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc, ça, à faire, c'était une jubilation vraiment de création. C'était très ludique. Et je pense que possiblement, si les lecteurs ou les lectrices qui sont interpellés par cette dimension-là, parce qu'on peut aussi, je pense, passer à côté, ne pas aller repérer, mais ça peut devenir un truc très jubilatoire aussi à la lecture. Addictif aussi. Alors c'est pour ça, mais c'est peut-être parce que en tant que contemporanéiste, j'ai une familiarité plus grande encore avec l'affaire Dreyfus, y compris par le fait que ça s'est déroulé en 99 dans mon propre lycée, là, à Rennes, que pour Omar Khayyam. Donc, mais peut-être aussi quand même qu'il y a quelque chose de vrai, disons, dans ce que je vais dire, à savoir que je trouve que c'est pour l'instant, pour moi, c'est le chef-d'œuvre de Jean Dittard. Voilà. Voilà. Merci. Bon. Ouais. Merci beaucoup. Je renchéris, puis ensuite, comme j'ai l'œil sur la montre, on va peut-être passer la parole à la salle. Mais moi qui suis ton travail depuis Le Sourire des marionnettes et depuis 2009, et qui ai vraiment énormément aimé ce que tu as fait, puis qui, comme 16e de formation, et un goût particulier pour Florida, que je trouve vraiment un livre splendide, je trouve qu'il y a effectivement là quelque chose d'encore plus fort. Et on a beaucoup parlé là du document, de la longueur du travail, du scrupule du travail, mais je voudrais aussi finir en disant aux lecteurs potentiels du livre que c'est un livre d'un brio visuel extraordinaire. C'est un livre de très grands dessinateurs. C'est-à-dire, pour réussir à donner une unité graphique à cette masse de documents différents et à faire en sorte qu'on soit effectivement plongé dans le récit, que le récit soit complètement immersif, qu'on soit absorbé par la cohérence de ces images,
Le tout en acceptant au fond de ne jamais faire d'effet de style, de jamais dire « regardez, c'est du Dittard, regardez, vous allez reconnaître la patte de Dittard ». Mais au contraire, avec une humilité visuelle totale qui consiste à se mettre derrière son sujet, au service de son sujet. Ouais, je rejoins Pascal Horry. Pour moi, à mon avis, à date, parce que je te connais, j'attends de voir ce que tu vas faire la prochaine fois. Si j'ai bien compris, ça fait déjà 1 an que tu penses au prochain. Mais à date, c'est ton chef-d'œuvre. Je ne sais pas quoi dire. Hein. Merci. Il nous reste une dizaine de minutes et je pense que ce serait bien que sur notre heure de débat, cette dizaine de minutes nous permette de vous donner la parole à vous aussi. Est-ce que vous avez des questions que vous aimeriez poser à l'un ou l'autre de nos 2 invités? Attention, parce que s'il n'y en a pas, nous, on va... Ouais. Oui. Je voulais savoir, en fait, vu que vous allez piocher dans le passé et puis vous hybrider quelque chose, comment vous imaginez que votre œuvre sera perçue dans 50 ans ou par rapport à cette relation à l'histoire, je ne sais pas, quel serait l'idéal? Oh, bah, j'en sais rien du tout, évidemment. Je me dis que peut-être que ce livre, en tout cas, il pourrait être perçu comme un regard sur l'affaire Dreyfus en 2021, parce que c'est vraiment les dispositifs médiatiques d'aujourd'hui qui sont aussi mis en scène, et dans 50 ans, ils seront certainement très différents. Et donc, il y aura un double feuilletage comme ça du temps. Ouais. Le danger, c'est que la réussite de Jean Dittard entraîne dans 10 ou 20 ans des jeunes lecteurs à dire « Ah bah oui, il y avait hashtag. Et puis tiens, je vais chercher. » C'était quoi ce hashtag? Dreyfus s'est fait spammer. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y aurait, je parle conditionnel, une relation entre votre date de création et la projection d'un film très important et très controversé sur l'affaire Dreyfus? Alors pas du tout. J'avais commencé à travailler sur ce projet. J'avais déjà eu toute l'idée du dispositif. Tout était prêt quand j'ai entendu parler du film, en fait. Et donc quand il est sorti, j'avais fini tout mon travail d'écriture, recherche. Je commençais à dessiner les premières pages et donc j'étais très inquiet, surtout qu'il avait pris mon titre presque. Et donc j'y suis allé le voir bien sûr tout de suite et j'étais en fait très rassuré de voir que ce que j'allais faire en fait ne serait pas du tout redondant parce que ça n'a absolument, mais vraiment il y a que les scènes de procès en commun et la scène de la dégradation, mais sinon c'est pas du tout la même chose quoi. Donc voilà, j'étais plutôt rassuré de ce côté-là. Et j'ai fait une expérience de cinéma très particulière puisque ça m'était jamais arrivé jusqu'alors de pouvoir voir n'importe quelle scène. Alors ça, les historiens peut-être parfois spécialisés dans certaines choses ont cette expérience régulièrement, mais moi, ça n'était jamais arrivé. De pouvoir me dire, tiens, là c'est faux, là c'est vrai, là c'est à partir de telle source, là ils ont mélangé 2 événements pour en faire un seul. Là, ce journal, non, il était publié 3 ans plus tard. Je voyais des choses comme ça, c'était incroyable, quoi. Bienvenue au club. Le titre de votre ouvrage, c'est hashtag J'accuse. Pourquoi pas hashtag affaire Dreyfus? Alors ça, c'est toute la force du titre. Le J'accuse, il est resté encore dans les mémoires. C'est vraiment un titre extraordinaire, quoi. D'ailleurs, il n'a pas été trouvé par Zola. C'est Clémenceau qui l'a choisi. Zola avait écrit la lettre ouverte au président de la République, après avoir écrit la lettre à la jeunesse, la lettre à la France. Et donc, il comptait continuer dans ce registre. Et c'est Clémenceau qui a trouvé ce titre. Et il est resté emblématique. Et en fait, il était tellement fort que dès le lendemain, Drummond a fait un hashtag, pas un hashtag, mais un j'accuse. Mais voilà, c'est ça. Il a repris le hashtag j'accuse à l'envers, en accusant la famille Dreyfus, en accusant Joseph Reynac, enfin, Zola, etc. Et le j'accuse a été repris plusieurs fois. Donc aussi, je montre ça, cette reprise. En fait, c'est la logique des mèmes aussi sur Internet aujourd'hui, de répétition, de reprise, ou parfois de renversement, retournement rhétorique, ce genre de choses. On a plein d'exemples au moment de l'affaire Dreyfus. Et le j'accuse était vraiment emblématique, quoi. Donc voilà. On a eu beaucoup de hashtags emblématiques aussi dans ces dernières années, dans des moments des mouvements, on va dire, militants.
le j'accuse en était vraiment... Enfin, ça me paraissait en fait une évidence, quoi. Le hashtag affaire Dreyfus, ça n'aurait pas du tout sonné de la même façon. Enfin, c'était... Ouais. C'est pour ça que j'étais très embêté du j'accuse de Polanski, parce que je voulais absolument garder mon hashtag j'accuse. Je pouvais pas trouver un meilleur titre pour moi. Là. Je ne peux pas répondre pas du tout, mais disons que très, très clairement, il faut qu'il y ait un enseignant d'histoire qui présente l'objet et qui le commente. Voilà. Mais c'est une porte d'entrée tout à fait intéressante, bien entendu. Ça suppose pas mal de modes, pas précaution d'usage, mais de mode d'emploi quand même, avant de précipiter. Mais il y a des enseignants d'histoire en activité, ce qui n'est plus mon cas dans cette salle. Bon, on peut procéder de plusieurs façons. On peut dire, vous allez lire ça, ou alors je vous en diffuse un. Mais non, il faudrait avoir l'objet en plus. Hein. Et puis, on va travailler ensemble. Donc, on les laisse découvrir, on les laisse patauger éventuellement en disant, mais un bon hashtag. Ou bien, on prépare, effectivement, il y a plusieurs. Mais le rapport au document est quand même très intéressant. Parce qu'après tout, sinon, on pourrait dire, vous allez lire un que sais-je sur l'affaire Dreyfus, mais ce n'est pas du tout le même rapport. Là, vous avez une documentation. C'est vrai qu'il faut quand même être présent très vite pour dire, attendez, il y a un montage, etc. Pardon, votre question me donne l'occasion de préciser une chose aussi. Sur ce livre, comme sur en fait pratiquement tous ces ouvrages, ce qui est très intéressant, c'est que Jean Dittard, sur son site, tient une espèce de journal de création. Alors qui n'est pas un journal de bord, mais qui lui permet de récapituler les étapes, d'aller un peu plus loin, de montrer des documents qui ne sont pas dans le livre. Et je pense que quant à la question de savoir si ça peut être une introduction à une étude de l'affaire Dreyfus, je dirais plutôt que c'est un dispositif qui est fait pour susciter le goût d'en savoir plus. Ce qui n'est pas exactement ce que vous demandiez. Moi, je crois que la bande dessinée ne se substitue à rien du point de vue des sciences humaines et sociales en général, même si elle marche de plus en plus sur leur plate-bande. Moi, j'en suis enchanté. Mais sa vraie fonction, c'est de donner un goût, c'est de créer un goût. Si elle réussit à créer ce goût, et je trouve que les journaux de création de gens en ligne sont d'excellents assaisonnements pour ce goût-là, si elle réussit à créer ce goût-là, alors la partie est gagnée. C'est-à-dire, ce que j'espère, c'est pas du tout qu'on puisse utiliser #j'accuse à la place d'une histoire de l'affaire Dreyfus. Ce que j'espère, c'est qu'on referme, comme ça a été le cas pour moi, le bouquin en se disant « Ah, j'aimerais bien en savoir plus quand même. J'aimerais bien être un peu plus calé là-dessus. » Comme j'ai refermé Florida en me disant « Ah mince, la colonisation de la Floride par les Français, René de Laudonnière, Jacques Lemoyne de Morgue, c'est tout bête, mais je vais aller regarder sur Wikipédia, je vais regarder si j'ai pas un manuel dans ma bibliothèque qui m'en dit un peu plus, je vais regarder si la bibliothèque municipale pas loin de chez moi ou la médiathèque pas loin de chez moi, il n'y a pas des trucs que je pourrais emprunter. » Si c'est ça l'effet que produit une bande dessinée, alors praise the comics. Très, très clairement, on pourrait appliquer les mêmes réponses au roman historique, au film historique. Hein, voilà. Et deuxième remarque, tout ce qu'on vient de dire dans la dernière séquence confirme que, évidemment, quand la bande dessinée devient un 9e art, contrairement à ce que pourraient penser, enfin, ce qu'ont pensé, voire écrit certains pessimistes, ça ne fait pas baisser le niveau, ça fait monter le niveau. Et l'apparition de genres, parmi d'autres, comme l'autobiographie en bande dessinée, ou effectivement la bande dessinée documentaire ou de reportage, c'est le témoignage de la légitimation de la bande dessinée qui s'approprie des genres qui lui étaient interdits de fait. Personne n'aurait pensé à faire une autobiographie en bande dessinée il y a 50 ans, etc. Et voilà. Et voilà où nous en sommes en 2021. La bande dessinée est vraiment un art majeur. Et c'est quelque chose qui saute aux yeux quand on lit #j'accuse et qui fait qu'on est capable de lire, vous et nous. C'est qu'en fait, on s'aperçoit en lisant cette bande dessinée que le monde médiatique dans lequel on vit nous a, depuis 30 ans, donné tous les instruments pour lire du texte-image. C'est-à-dire qu'en réalité, on baigne en permanence dans des mélanges de texte et d'images, que ce soit dans les livres, dans les affiches, dans les écrans de nos smartphones, de nos tablettes, de nos ordinateurs, de nos téléviseurs. En réalité, lire des composés de texte et d'images, c'est quelque chose qu'on sait tous très bien faire. La raison pour laquelle
une excellente bande dessinée fait remonter le niveau sur ces questions-là, c'est qu'en fait, dans ce dialogue à la fois ludique et passionnant entre une affaire du 19e siècle et des dispositifs médiatiques contemporains, ce que Jean nous démontre à nous, lecteurs, c'est qu'on sait déjà lire ça. C'est qu'on a déjà les instruments critiques pour décrypter ça. Et ces instruments qu'on a trop longtemps décrits comme des instruments du pauvre ou de l'imbécile sont en fait des instruments qui manifestent une souplesse sémiologique, une capacité à se promener dans les univers de signes qui est notre force collective. C'est bien de temps en temps de tomber sur des livres qui nous disent la modernité, c'est pas que du caca, c'est des compétences, c'est des savoir-faire, c'est des choses qui peuvent nous tirer vers le haut. Donc rien que pour ça, merci. Vous avez compris qu'on n'est pas pauvre et imbécile, mais riche et intelligent.